Voilà, bonjour à toutes et à tous, enfin surtout à toutes, et monsieur qui photographie et monsieur qui s'occupe des micros. Donc bienvenue à notre conférence sur l'accueil familial. Donc je vais présenter rapidement chacun des intervenants et puis on va commencer par une présentation un peu globale de ce qu'est l'accueil familial. Et puis on passera à 2 témoignages complémentaires sur l'accueil familial. Donc voilà, je vais commencer par présenter alors les noms de famille. Jessica Coqueuil. Ça va être compliqué, je vais vous laisser vous présenter chacun pour bien redire de quel service vous faites partie. Donc Jessica et Michael vont nous parler de l'accueil familial de façon globale. Corentin nous parlera de son expérience en tant qu'enfant accueilli, donc qui est toujours dans sa famille d'accueil. Et je vous présenterai le point de vue de la maman d'accueil, puisque je suis maman d'accueil d'un petit garçon qui a maintenant 10 ans. Ça fait 5 ans que je suis sa maman d'accueil. Et donc, j'apporte un autre point de vue, finalement, sur l'accueil familial. Voilà, je vais laisser la parole à chacun de vous pour vous présenter peut-être plus en détail. Donc moi, c'est Jessica Coqueuil, je suis porte-parole de Famille d'accueil, donc qui est la fédération qui regroupe les 16 services d'accompagnement d'accueil familial en fédération Wallonie-Bruxelles. Et je suis aussi directrice d'un SAF moyen long terme et urgence sur Charleroi. Michael Clavy, je suis le directeur pédagogique de l'accueil familial de Mons. C'est un service d'accueil familial dit de moyen et de long terme. Et je suis vice-président pédagogique aussi de la Fédération des services d'accompagnement en accueil familial. Alors moi je m'appelle Corentin Deron et comme Isabelle l'a dit, eh bien, je suis un jeune adulte qui a vécu ce projet de l'accueil familial. Donc j'ai été accueilli par une famille d'accueil et j'en ai même aujourd'hui écrit un livre que je partage avec grand plaisir pour sensibiliser sur cette cause, encore trop méconnue je trouve. Voilà, et pour préciser, mon nom est Isabelle Bulté et j'ai aussi écrit un livre que je présente d'ailleurs au salon ici ce week-end, qui s'appelle À cœur perdu et qui est donc notre histoire, en tout cas le début de notre histoire, puisque l'histoire continue évidemment après la fin du livre, comme pour toi d'ailleurs. Voilà, je vous laisse la parole pour expliquer un petit peu l'accueil familial, les grandes lignes, comment ça fonctionne, qui est quoi, qui fait quoi. Mais donc l'accueil familial, c'est quoi? C'est un processus qui permet à des enfants de 0 à 18 ans d'être confiés en famille d'accueil. Ce sont des enfants qui sont placés par le système de l'aide à la jeunesse. Il existe 3 types d'accueil familial. L'accueil familial d'urgence, on est sur 45 jours maximum. L'accueil familial de court terme, 9 mois maximum. Et puis l'accueil familial long terme, on est sur des accueils d'1 an, renouvelables autant de fois que cela est nécessaire. L'accueil familial permet vraiment à des enfants de pouvoir grandir en famille et non pas en structure institutionnelle, parce qu'on se rend compte vraiment que les enfants ont de besoins spécifiques qui nécessitent de pouvoir être entourés par des personnes de référence stables, ce qui n'est pas toujours le cas en institution. On se rend compte que l'accueil familial, c'est vraiment un processus qui fonctionne, qui marche, qui permet à des enfants de bien grandir, tout en gardant leur identité, tout en gardant des liens avec leurs parents, parfois aussi. Et donc nos services, donc je disais tout à l'heure, qui sont groupés en fédération, permettent en tout cas d'accompagner les familles d'accueil, les parents, mais surtout et avant tout les jeunes, dans ce processus de l'accueil familial, dans la construction identitaire, dans le quotidien, par rapport aux difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Voilà un peu qui on est. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, environ 1000 enfants sont en attente d'une famille d'accueil. Et donc, on imagine bien que, voilà, enfin, vous imaginez bien qu'il est nécessaire que des familles d'accueil puissent se présenter pour pouvoir accueillir ces enfants. En sachant qu'aujourd'hui, environ 2000 enfants sont suivis par nos services respectifs et 2000 ne sont pas suivis par nos services. Donc voilà, pas mal d'enfants sont déjà confiés en famille d'accueil, mais encore beaucoup trop sont en attente. Voilà un peu pour poser le cadre global de l'accueil familial. Voilà, comme dit Jessica, on est toujours en attente de familles d'accueil. Il y a beaucoup plus d'enfants qui attendent des familles d'accueil que de familles susceptibles de pouvoir les accueillir. Et donc pour être famille d'accueil, en fait, on a toutes les configurations familiales possibles. On a des hommes, des femmes, des couples, des célibataires, des familles avec des enfants ou sans enfants, des familles recomposées et aussi des couples
homoparentale. Donc il n'y a pas vraiment un critère précis pour être famille d'accueil, c'est ouvert vraiment à toutes les configurations familiales. Il faut simplement voir si le projet que nous, on peut proposer en tant que service d'accompagnement en accueil familial colle au projet de la famille et voir si lorsqu'on parle de l'accueil familial, on parle bien de la même chose en même temps, des mêmes principes en même temps, à savoir que l'accueil familial, c'est un processus qui vise à accueillir un enfant, mais ce n'est pas de l'adoption. Et donc, l'enfant a toujours la possibilité de maintenir ou de développer un lien avec ses parents, pour autant que ce ne soit pas contraire à son intérêt. Et donc, nos services respectifs, nous sommes aussi des espaces rencontres, entre guillemets, où régulièrement des enfants qui vivent en famille d'accueil vont venir rencontrer leurs parents. Et là, selon des rythmes qui sont différents, chaque histoire est différente. On a des parents qui sont capables de se mobiliser pour voir leur enfant parfois 1 heure, 1 fois par mois. Puis on a des parents qui sont complètement absents. Et puis on a des parents qui sont présents, et puis qui disparaissent, et puis qui réapparaissent. Et tout ça demande un travail aussi pour accompagner les enfants, parce qu'un enfant qui évolue bien en famille d'accueil, c'est un enfant qui connaît son histoire, qui sait pourquoi il est en famille d'accueil, il doit savoir pourquoi il ne peut pas vivre avec ses parents. Et donc c'est super important pour nos services justement de pouvoir avoir la possibilité d'approcher ses parents, de garder un lien avec eux pour maintenir cette histoire. Mais évidemment, ça peut créer pas mal de chamboulements parfois par rapport à ces personnes qui apparaissent, qui disparaissent dans la vie d'un enfant. Et donc nos équipes qui sont constituées d'intervenants sociaux, des psychologues, des assistants sociaux, parfois des éducateurs, sont là aussi pour permettre à l'enfant de comprendre et d'élaborer son histoire avec toute une série d'outils méthodologiques qui sont à notre disposition pour justement pouvoir lui permettre d'accéder à cette histoire avec ses capacités d'élaboration et en fonction de son âge. Et donc, c'est un travail, je dirais, qui est vraiment très spécifique, très singulier. C'est vraiment un travail à la carte, au plus proche de la réalité de vie de chaque enfant. Chaque histoire est unique. Écoutez, qu'est-ce que je vais pouvoir continuer à dire par rapport à ça? Je vais reparler simplement de mon vécu à moi. Donc, j'ai aussi écrit un livre qui se trouve juste là. J'ai grandi en famille d'accueil, et donc pour ne pas tout dévoiler quand même, voilà, il est là. Simplement peut-être un résumé de mon parcours. Et donc, on parle d'accueillir un enfant, mais parfois on accueille une fratrie. Et c'est ce qui a été le cas pour nous. Ma petite sœur Coralie, qui est 4 ans plus jeune que moi, a vécu ce projet avec moi du début à la fin. Et donc, dans les grandes lignes, tout simplement, moi aussi, je suis né de 2 parents de naissance, un père et une mère qui m'ont donné la vie il y a 27 ans maintenant. Et donc, une mère qui avait des gros problèmes d'alcoolisme et un père, visiblement, qui ne savait pas trop comment réagir et a été un peu sous l'emprise de cette personne qui était déjà très malade. Et donc, je suis né dans un climat assez compliqué, avec de la violence, avec pas mal d'agressivité, un climat qui n'est pas sain en fait pour un enfant. Et heureusement, le temps fait bien les choses, et à 6 ans, j'ai été placé en institution, donc j'ai aussi connu ce point d'institution par lesquels beaucoup d'enfants passent avec ma sœur. Du coup, on a été placés à 2. On est resté dans cette institution pendant 2 ans, et pendant ces 2 années, il y a une famille, en particulier ma famille d'accueil, du coup, qui s'est lancée dans ce projet pour devenir notre famille d'accueil. Et heureusement, ils ont répondu à toutes les conditions pour pouvoir prétendre à ce projet. Et 2 ans après, une décision a été prononcée et un juge a accordé le placement définitif dans cette famille. Alors, toute cette suite d'aventures, évidemment, c'est un nouveau départ, un milieu plus sain, plus de violence, mais de l'amour, ce qui est important, bien sûr, pour l'enfant. Et donc, des nouvelles années pleines de bonheur qui s'annonçaient pour nous. Et donc tout ça, je le raconte dans ce bouquin. Alors comme pour chacun, il y a parfois des péripéties auxquelles on ne s'attend pas qui tombent. Et même quand tout va bien, parfois il y a des orages qui peuvent arriver. Ça s'est passé pour nous aussi. Et donc voilà, je ne vais pas trop dévoiler tout ce contenu, puisque tout est là bien écrit dans ce livre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux en ressortir? Je peux en ressortir que cette famille d'accueil m'a sauvé la vie. Ou je devrais dire nous a sauvé la vie, puisque ma sœur dirait la même chose. Je suis debout. Je pense que j'ai la tête sur les épaules, je suis enseignant aujourd'hui et je suis surtout heureux en fait. Et je pense que c'est le message qu'il faut apporter. On peut très mal démarrer dans la vie, mais il y a des gens, il y a des adultes qui peuvent nous apporter une seconde chance, nous donner autre chose. Et c'est ça qui est vraiment important. Et aujourd'hui, ce livre, il sert à ça. Il sert à sensibiliser, à montrer que, on peut se porter famille d'accueil. Enfin, pas tout le monde, mais en tout cas, on peut déjà essayer de se lancer.
Et c'est surtout dans l'idée d'aider forcément les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être bien aimés, d'être surveillés, d'être éduqués dans un climat sain, leur apporter autre chose, leur donner les bases, et puis après le reste se fait tout seul. Aujourd'hui j'ai 27 ans, mais ma famille d'accueil est toujours là, et je parle de famille d'accueil, mais en fait c'est ma famille tout court. Et donc au fur et à mesure du temps, il y a des liens qui se créent, et qui sont parfois même plus puissants, je pense, que des liens simplement biologiques. Enfin, bien sûr, tout est important, mais on a dû apprendre à se connaître et on a dû apprendre aussi à s'aimer. Et donc aujourd'hui, je suis fier de mon parcours, je suis fier de cette famille qui sera probablement toujours là jusqu'à la fin, et je serai là aussi pour leur dire merci. C'est ce que je fais aussi quelque part à travers ce livre, leur montrer toute ma reconnaissance parce qu'ils ont été quand même formidables. Voilà. Merci. Et donc moi j'ai un point de vue différent, mais finalement on se rejoint quand même sur beaucoup de choses avec Corentin. Donc moi j'étais maman solo d'un jeune garçon qui avait à l'époque 8 ans quand j'ai eu l'idée de devenir famille d'accueil. C'était pas forcément très altruiste au début. Je me suis pas dit que j'allais sauver un enfant d'un environnement malsain, etc. parce que je n'ai pas pensé les choses sous cet angle-là dans un premier temps. Donc très très honnêtement, notre point de vue à nous c'était mon fils rêvait d'avoir un petit frère ou une petite sœur depuis longtemps. On vivait à deux parce que j'étais séparée de son papa depuis un bon bout de temps, et je m'orientais, je cherchais quelles étaient les solutions pour pouvoir agrandir cette famille. Et j'ai des amis qui étaient familles de parrainage, donc qui accueillaient une petite fille pendant les week-ends, un week-end par mois à peu près. Et donc je les observais, je voyais ce qu'ils apportaient à cette petite fille, et je me suis dit, mais ça c'est un point de départ, ça m'a interpellée, cette manière d'accueillir cet enfant chez eux. Et en cherchant un petit peu, moi je voulais pas un enfant par mois, j'avais envie d'ouvrir mon cocon familial beaucoup plus largement que ça. Et donc, en cherchant un petit peu, je suis assez vite tombée sur le site des familles d'accueil. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de devenir maman d'accueil. Ce que je ne savais pas, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne savais pas dans quelle histoire je m'engageais. Je ne savais pas les retombées que ça aurait, l'engagement que ça représenterait. Je ne savais pas non plus combien ça allait nous construire en termes d'amour et de liens incroyables qui se sont construits entre nous. Je trouve que quand on démarre l'aventure, généralement, on a une porte d'entrée, c'est-à-dire un projet qui nous amène à ce premier contact avec un des services. Mais en fait, on est un peu dans le vague et on ne sait pas trop vers quoi on va. Et donc, j'ai fait comme la plupart des familles, je fais partie de ces familles sélectionnées, c'est-à-dire ces familles qui n'ont aucun lien direct avec l'enfant avant qu'il ne soit accueilli. Et donc, en fait, le premier point, c'est je me présente, je dis que je suis intéressée par l'accueil, et puis je suis un parcours dans notre cas, il a duré presque 1 an, 8-9 mois, et puis quelques semaines se passent encore jusqu'à ce que l'enfant jusqu'à ce qu'on puisse le rencontrer. Et pendant tout ce parcours, en fait, alors on a vraiment travaillé sur qu'est-ce que c'est ce projet d'accueil, qu'est-ce qu'il représente pour moi, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il est suffisamment abouti, est-ce qu'il a du sens pour mon autre fils, est-ce qu'il a du sens pour moi, est-ce que c'est le bon moment, voilà. C'est vraiment important finalement, un peu comme une grossesse, si ce n'est que la grossesse, on ne peut pas revenir en arrière après 6 mois. Mais ici, il y avait vraiment ce côté, je me prépare à devenir mère pour une 2e fois, en fait, même si je ne m'attendais pas à être autant mère, je l'avoue. Je pensais peut-être plus qu'il y aurait du détachement, je ne sais pas très bien quoi. Mais voilà, après, il se passe la magie absolue de la première rencontre. Ça reste pour moi le moment le plus magique de tout ce parcours d'accueil. C'est vraiment ce moment où on tombe littéralement en amour pour cet enfant qu'on voit pour la première fois, qui tombe du ciel. Et on se dit, mais c'est quand même incroyable. Comment est-ce qu'ils ont pu trouver le bon? Enfin, il y a quelque chose de magique, je trouve, dans le choix de l'enfant qui va correspondre à la famille qu'on lui propose, en fait, mais sans du tout. On ne savait même pas si ce serait une fille ou un garçon. On avait laissé les portes assez ouvertes avec mon fils. Et donc, il y a eu cette magie de la rencontre, notre petite lune de miel qui n'a pas duré très, très longtemps. Et puis, de nombreuses difficultés sont arrivées.
Mais je pense que le principal était fait, c'est-à-dire qu'on avait déjà, je l'aimais déjà cet enfant en fait. Je crois que je l'aimais presque tout de suite, littéralement. Et jamais, au grand jamais, je me suis dit, je laisse tomber, c'est trop dur, je démissionne. Voilà. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce serait un parcours aussi compliqué. Moi, je suis je suis un bélier, donc je me lance assez vite dans les aventures. Donc j'étais très sûre de moi-même, très sûre que je pourrais gérer tout ça. Pourquoi pas prendre une fratrie d'ailleurs. Et puis je me suis confrontée à la réalité de ce qu'est accueillir un enfant qui n'est pas le sien, un enfant qui a un vécu, qui a un passé pas facile, avec des ruptures, des blessures d'abandon qui sont compliquées pour lui et qui du coup le deviennent aussi pour nous. Et donc cet enfant est arrivé avec de nombreuses couches d'oignons qu'on enlevait les unes après les autres. Et en fait, au fur et à mesure où il s'installait chez nous, au fur et à mesure où il se sentait mieux, en fait, il enlevait des couches de sa couverture d'oignons. Et on découvrait chaque fois des nouvelles choses, des nouvelles difficultés qu'il avait réussi à cacher et qui étaient fort difficiles pour lui et qui le devenaient forcément pour nous. Donc moi j'ai eu besoin de raconter ce parcours. À cœur perdu, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce titre-là. Je crois que je me suis donné, je me donne toujours d'ailleurs à 400% pour cet enfant. Et pour moi c'est essentiel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un réel attachement entre nous, qui s'est créé au fil du temps, évidemment. Il n'est pas venu, même si je suis tombée amoureuse de lui le premier jour. En tout cas, je l'ai aimé directement. Ça ne s'est pas concrétisé tout de suite. J'ai pas pu mettre les mots tout de suite sur ces choses-là. Mais malgré tout, voilà, ça se construit, l'attachement. C'est quelque chose qui prend du temps, qui demande beaucoup d'engagement. Et puis surtout, quand on n'a pas encore la sécurité affective, ni lui vis-à-vis de nous, ni nous vis-à-vis de lui, on fait des erreurs et on tâtonne beaucoup, en fait. Je vois bien avec mon fils aîné, qui est mon fils biologique, il y a des choses qui sont acquises et qui sont faciles parce qu'on sait que cet enfant, ce sera toujours le mien, qu'on ne va pas me le retirer du jour au lendemain, ce qui est un risque potentiel en famille d'accueil, même s'il n'est pas très, très régulier. Ce sont toutes des choses qui viennent perturber ce projet de l'accueil finalement et cette aventure de se dire, là on doit construire, on a un petit sac à dos d'affectivité qui est complètement vide quand cet enfant arrive chez soi. Il faut qu'on construise cette relation et donc forcément on ne peut pas, on n'a pas tout d'un coup, on n'a pas toutes les réponses du premier coup et on doit vraiment avancer pas à pas. On a eu aussi une aventure bien sportive et qui a eu beaucoup de hauts mais aussi énormément de bas, beaucoup de difficultés sur lesquelles il a fallu réagir et c'est ce que je raconte dans le livre. Mais malgré tout, ce qui est essentiel pour moi, c'est le lien qu'on a réussi à créer, qui est toujours vivant aujourd'hui. Là, on a encore fait beaucoup de pas depuis que l'histoire, ici, cette histoire, elle se termine en 2020, donc ça fait déjà 3 ans que j'ai terminé l'écriture de ce livre. Et donc, il s'en est encore passé plein des choses depuis lors. Et je vois en tout cas que l'élément principal finalement de cet accueil, ça a été le lien qu'on a réussi à construire et qu'on a réussi à maintenir malgré toutes les tempêtes. Comme toi, tu le disais, hein, les tempêtes, on en a, mais si le lien est fort dès le début, si on a réussi à construire ce lien, alors on est paré pour l'avenir. Et donc ça, moi, ça me semble vraiment être l'élément le principal. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ça ou... Oui, peut-être une précision. Quand les familles d'accueil candidates arrivent chez nous pour avoir tout d'abord de l'information, c'est vrai qu'une de leurs grandes craintes dès le départ, c'est de dire mais finalement on va nous confier un enfant et puis il y a le risque peut-être de nous le retirer du jour au lendemain. Au niveau de l'accueil familial dit de moyen et de long terme, moi je fais souvent tomber ces représentations-là parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça n'arrive d'ailleurs jamais. Jamais. On ne va pas demander à des personnes de créer du lien d'attachement pour le briser du jour au lendemain. Ce serait contre-productif. Et donc, l'accueil familial doit évidemment envisager la perspective parfois d'une réintégration familiale quand c'est possible, mais on ne travaille pas comme des cow-boys. Et donc, ce n'est pas des mouvements de yo-yo où on remet l'enfant un petit peu chez ses parents. Si ça fonctionne, il reste là. Si ça ne fonctionne pas, il retourne en famille d'accueil. On ne fonctionne jamais comme ça. Mais ce sont des représentations qu'il y a parfois dans la conscience collective. Et on a parfois des comparaisons aussi avec d'autres systèmes d'accueil familial, dont celui de la France.
où il faut savoir que l'accueil familial en France est bien différent qu'en Belgique, en tout cas en Wallonie et à Bruxelles, car en France, les familles d'accueil, ce sont des professionnels. Donc ce sont des personnes qui sont salariées et qui sont payées pour accueillir un enfant. Et donc là, les mouvements de réorientation des enfants sont peut-être parfois plus importants. Et donc parfois il y a des séries télévisées qui sont tournées sur l'accueil familial et les personnes viennent avec ces représentations-là qui ne sont pas du tout celles de la Wallonie. Donc clairement, on doit envisager la perspective d'une réintégration familiale, mais clairement au niveau de l'accueil familial dit de moyen et long terme, même si les mesures sont renouvelées chaque année et si on fait une évaluation chaque année, on sait qu'on est parti pour du long terme. Et c'est d'ailleurs la première chose qu'on va vérifier lorsque une autorité de placement, une autorité mandante fait la demande d'une orientation chez nous. Je vais vérifier qu'on est bien parti pour du long terme. À savoir que normalement, tout a dû être mis en place auprès des parents pour leur permettre de trouver leurs compétences parentales. Et c'est lorsqu'on a mis tous les systèmes en place et qu'on voit que les problèmes se figent ou qu'on n'en sort pas, qu'on pense à un autre projet pour l'enfant et l'orienter vraiment vers une solution à plus long terme où il va pouvoir s'ancrer dans une famille, vraiment pouvoir s'ancrer de manière sécuritaire dans une famille, s'ancrer dans le temps présent pour pouvoir à la fois avoir la sécurité pour pouvoir élaborer son passé, mais surtout la sécurité aussi pour pouvoir se projeter dans un avenir. Et donc, ce qu'on demande vraiment à une famille d'accueil, c'est d'offrir tout d'abord une sécurité physique à un enfant. C'est des enfants qui ont vraiment vécu parfois dans un univers chaotique très important, qui ont parfois, à l'âge de 3 ans, déjà vécu dans 10 structures de vie différentes, et donc on a vraiment besoin de les poser dans un foyer où ils vont trouver de la sécurité et ne plus être confrontés à tout ce qu'ils ont connu, hein, des faits éventuels de violence dont ils ont souffert ou dont ils ont été témoins, des univers où on crie en permanence ou des univers où il y a l'imprévisibilité en permanence, et donc ils doivent se poser dans un univers où ils auront de la sécurité physique pour répondre à leurs besoins primaires, tout d'abord, hein, donc avoir chaud, avoir à manger, avoir vraiment la sécurité nécessaire, pour pouvoir développer ce qu'on appelle, nous, une sécurité affective. C'est seulement si on a une sécurité physique qu'on peut alors développer une sécurité affective et développer ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est des enfants à qui on a besoin de dire « tu es capable d'être aimable ». Aimable, pas dans le sens être gentil, mais tu es capable de susciter de l'amour et tu as le droit de susciter de l'amour. Et donc tu as le droit de recevoir ça. Et si ils ont pu développer cette estime de soi assez sécure, je vais dire, alors ils peuvent se permettre de penser que le monde environnant n'est peut-être pas aussi dangereux que tout ce qu'ils ont vécu. Et donc ils peuvent se permettre d'investir le monde environnant et de développer finalement des comportements sociaux adaptés. Et donc, ce qu'on demande aux familles d'accueil, finalement, c'est le job de tous les parents. C'est de permettre à un enfant, tout simplement, de grandir avec les joies et les peines d'un enfant de son âge. Je vais rebondir par rapport à plusieurs choses qui ont été dites. C'est vrai que l'accueil familial, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Ça, c'est en tout cas la seule généralité qu'on peut presque faire, surtout les accueils qu'on encadre. Mais comme tu le disais, Isabelle, le lien, il est important. Et c'est sans doute la chose la plus importante dans l'accueil familial. L'amour ne suffit pas. Il faut pouvoir avoir créé ce lien. Parce que clairement, comme disait Michael, on est sur des accueils, en tout cas dans le cadre du long terme, qui doivent durer. On en est persuadé. Et même si l'accueil ne dure pas, parce que pour une raison ou pour une autre, l'enfant peut retourner chez son parent, le maintien de ce lien, il est indispensable pour cet enfant. La famille d'accueil existe, elle a existé et elle continuera à exister quoi qu'il se passe. Et donc ce lien, il est hyper important. Et c'est ça aussi qu'on travaille avec nos familles d'accueil. Corentin, tu disais tout à l'heure, ma famille, elle a coché un peu tous les critères. C'est vrai que quand une famille se porte candidate chez nous, on effectue ce que nous, on appelle une sélection. Hein. Donc c'est vraiment ce temps d'arrêt qu'on prend avec les familles d'accueil pour pouvoir réfléchir au projet. Moi, je dis souvent, on peut être de très bons parents et ça, on ne juge jamais ça. Mais une très mauvaise famille d'accueil, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes choses qu'on crée. On peut en effet tomber amoureux au premier regard et puis ne pas avoir cette capacité de pouvoir tenir dans le temps. Or là, on est face à des enfants qui ont vécu de multiples traumatismes, qui ont déjà connu de multiples lieux de vie, souvent. Ça, c'est le constat qu'on fait de plus en plus aujourd'hui et c'est notre réalité qui n'était peut-être pas la même il y a 10 ans. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de prendre le risque que ce lien se rompe à un moment pour cet enfant.
et encore moins, et non plus pour la famille. Et donc c'est vrai que cette sélection, c'est vraiment des temps d'arrêt indispensables qui vont nous permettre à nous, professionnels, de s'assurer que la famille qui est face à nous est capable d'accueillir cet enfant dans la durée, avec toutes les difficultés que ça va aussi engendrer, puisque forcément, l'accueil familial, ça va venir raviver peut-être des choses chez cet enfant dont on n'a parfois même pas conscience, ou qu'on ne connaît pas, mais parfois aussi raviver des choses chez la famille. Et c'est aussi tout l'objectif de nos services, et c'est aussi à ça qu'on lutte au quotidien, de se dire que chaque enfant, et donc chaque famille, a le droit à un service tel que le nôtre. Donc ça aussi, c'est le message qu'on tente de faire passer. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a encore 2000 enfants qui ne sont pas suivis par un service. Mais c'est autant d'enfants et de familles qui ont besoin de nous, pourtant. Et enfin, voilà, vous avez tous les deux eu la chance, en tant qu'enfants et famille d'accueil, d'être suivis par un service. Et le constat qu'on fait, c'est que c'est indispensable, ce suivi, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir être soutenu, pour pouvoir aussi entendre que ce qui se passe, c'est pas lié à soi en tant qu'adulte ou à soi en tant qu'enfant, c'est la situation globale et ce sont tous les traumatismes qui ont été vécus qui font que c'est si compliqué, mais aussi pour pouvoir mettre du positif dans les choses difficiles. Peut-être une chose que je n'avais pas expliquée, mais je pense que ça a déjà été dit aussi, c'est pas parce qu'on est enfant accueilli qu'on demande à l'enfant de totalement oublier sa famille biologique, et pour nous aussi, on a dû continuer à avoir un lien dans la mesure du possible et dans la mesure de ce qui pouvait se faire avec nos parents biologiques. C'est pas toujours facile, et quand on est plus jeune, enfin en tout cas moi ça a été mon ressenti, c'était très difficile. Et donc, c'est ce que j'explique aussi dans le bouquin, c'est que ces rencontres qu'on avait après que mes parents aient perdu la garde parentale, c'était des rencontres qui étaient majoritairement compliquées. L'enfant, il ne sait pas trop comment il doit se positionner par rapport à eux. Est-ce que je peux toujours l'appeler papa, ou est-ce que finalement c'est plus mon papa, et comment je vis les rencontres quand les parents posent des questions compliquées, alors que parfois l'accompagnant n'est pas toujours au courant de ces difficultés. Et voilà, une rencontre, c'est pas non plus une personne qui va être qui va assister à toute la durée de la rencontre. Elle vient de temps en temps, mais après on est quand même seul aussi avec nos parents, et donc il y a toujours des difficultés qui se manifestent. Et en tout cas moi petit, c'était quelque chose que je vivais plutôt mal. Et si j'avais pu prendre une décision à ce moment-là, j'aurais simplement dit je ne veux plus le voir, et ça m'aurait bien été comme ça. Alors on ne m'avait pas trop laissé le choix, donc il y a quand même une obligation, il faut que les parents puissent garder un lien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je comprends mieux pourquoi on a dû garder ce lien, parce que je pense que c'est quand même important, même si je ne le comprenais pas avant, d'avoir toujours une fibre qui existe, et surtout quand on devient plus adulte après, ça permet un peu d'y voir plus clair. Et moi, par exemple, aujourd'hui, je sais que ces liens, on a essayé de les garder dans la mesure du possible avec l'un et l'autre. Il y a des choses qui marchaient, il y a des choses qui ne marchaient pas trop. Et aujourd'hui, je peux garder en tête les quelques petites choses qui ont bien marché. C'est important pour pouvoir avancer dans sa vie, et aussi pour pouvoir essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivé là. Mes parents avaient chacun leurs difficultés, ils avaient aussi chacun leur vie, bien avant moi. Et il faut aussi pouvoir respecter ça, et je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de malgré tout les respecter. Et aujourd'hui, je ne leur en veux pas. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça, mais moi je pense que c'est important de pouvoir à un moment donné lâcher prise, et de se dire si les choses ont été comme ça, c'est que ça devait être comme ça, point, c'est tout. Ils ont fait des erreurs, ils ont peut-être pas été les parents idéaux, mais au final, je pense que la vie les a déjà assez punis. Et finalement, moi aujourd'hui, je suis debout. Et ma sœur aussi. Et donc finalement, on s'en est quand même pas si mal sorti. Et donc, à quoi ça servirait de garder une colère qui ne m'aiderait simplement à rien. Donc voilà, je pense que si tous les enfants pouvaient à un moment donné arriver à cette conclusion, c'est vrai que c'est beau de le dire, hein, c'est pas aussi simple. Mais moi, en tout cas, je suis aujourd'hui heureux, aussi bien de ma famille... Oui, ma famille d'accueil, mais finalement même de mes parents, qui ont quand même essayé à certains moments de faire de bonnes choses. Ils n'ont pas tout réussi, mais il y a quand même eu des réussites malgré tout. Je pense que c'est ça qu'il faut simplement retenir. Oui, c'est intéressant évidemment d'avoir les différents points de vue. Moi, j'ai une grande conscience du fait que c'est important de savoir d'où on vient, et donc effectivement de garder une trace de ses racines, de savoir qui étaient ses parents.
Malheureusement, les enfants accueillis n'ont pas toujours la chance d'avoir encore accès en fait à cet historique-là finalement. Dans le cas de l'enfant que j'accueille depuis 5 ans et demi, la maman est complètement absente du processus. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée, elle n'a jamais répondu à aucune des demandes. Peut-être que la chance pour mon fils, c'est que il m'a moi et que je suis une maman, et donc en fait, il a transféré vers moi ses besoins affectifs vis-à-vis d'une maman. Ça a été quelque chose de particulièrement fort au début, fort compliqué aussi. C'est-à-dire que pour lui, ce manque était réel. Et au début, quand on s'est rencontrés, après 3 fois, il m'a appelé maman, par exemple. C'était d'abord très surprenant, mais c'était surtout pas normal qu'il m'appelle maman, simplement parce qu'il avait entendu que mon autre fils m'appelait maman. Et puis au bout de 2 semaines, on s'est rendu compte qu'il appelait maman toutes les copines qui venaient chez nous et qu'il y avait un autre enfant qui les appelait maman. Et donc cet enfant avait un réel trouble de l'attachement, ce qu'on a appelé le trouble de l'attachement indifférencié, c'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir pu s'attacher chez une maman, il finissait par s'attacher riff-rouf-raf un peu partout et puis il se détachait tout aussi vite. Et donc ça a été un des premiers éléments qu'on a dû vraiment travailler fort. D'autre part, son papa était toujours présent et était toujours... alors présent quand ça l'arrangeait parfois, mais en tout cas, il voulait continuer à avoir un lien avec son fils. Et dans mon cas précis, où je suis maman solo, et donc il n'y a pas de papa dans la famille d'accueil, c'est particulièrement équilibrant pour lui de garder un lien avec ce papa, même en sachant que la maman biologique n'est plus du tout là. Du coup, il demande presque jamais après cette maman, puisqu'elle, dans son cœur à lui, elle n'existe plus vraiment, mais il sait que je ne suis pas sa maman de ventre, comme on dit souvent. Il sait très bien que ce n'est pas moi qui l'ai porté, mais que malgré tout, j'ai pris le relais à un moment donné, et pour lui, c'est moi sa maman. Il n'y a pas de doute, même s'il sait qu'il n'a pas forcément besoin qu'on lui rappelle tous les 2 jours que c'est pas moi qui l'ai mis au monde. Et je trouve qu'on a besoin d'être juste et d'être réaliste, mais aussi d'être honnête avec eux, en fait. Moi, je ne vais pas essayer de lui raconter des bêtises. Je ne suis pas sa maman, c'est pas moi qui l'ai mis au monde. Je ne peux pas lui dire une autre réalité, mais je peux en tout cas toujours lui rappeler que je suis là et que je serai là pour lui. Et donc voilà, je pense qu'on est vraiment dans cette... c'est pas toujours évident, mais par rapport à l'adoption, moi je trouve que c'est un plus qu'ils puissent garder quand même un lien avec leurs racines, même si moi en tant que maman d'accueil, je ne trouve pas ça simple non plus, les visites avec le papa. La juge aimerait bien qu'il y ait une espèce de coparentalité entre nous, mais qui est encore une utopie. Là, pour le moment, le papa continue à refuser le principe de la famille d'accueil. Et donc, forcément, si c'est ça le point de départ de la coparentalité, ça ne va pas marcher. Mais pour l'enfant, c'est important. Et donc, lui, il est content de le voir. Ça suffit. Moi, mon job à moi, c'est de lui permettre d'avoir cet échange avec ce papa et de garder le lien et de maintenir ce qui va l'aider à se construire en tant qu'homme plus tard et qui devienne un Corentin, qui va pouvoir s'exprimer, qui va pouvoir aussi faire la paix avec son passé. Et... Donc voilà, c'est un gros boulot pour les familles d'accueil de travailler le lien avec la famille biologique. Je pense que c'est l'élément le plus difficile, mais il a du sens. Et voilà, une fois qu'on a compris que ça a du sens, on le prend différemment. Pour faire écho aux rencontres dont vous parliez, c'est vrai que pour les familles, pour les jeunes, c'est parfois pas évident, comme vous disiez, de comprendre ce sens, parce que ça vient... Forcément, l'enfant, quand il part de cette rencontre, les personnes auprès de qui il va ressentir et vivre les émotions qu'il a vécues pendant cette heure, ou c'est auprès de sa famille d'accueil. Voilà. Alors c'est vrai que nous, professionnels, on peut guider, accompagner, mais le quotidien, c'est la famille d'accueil qui le vit. Le jeune aussi, mais c'est vrai que comme tu disais Corentin, ça permet vraiment de pouvoir se construire dans sa vie d'adulte aussi, et c'est là tout notre job. Et c'est clair que même pour des parents qui sont absents et totalement absents, notre rôle à nous en tant que service, c'est de faire vivre ce parent, pour que l'enfant ne soit pas dans l'idéalisation d'un parent qui viendrait le mettre en difficulté plus tard, avec des projections complètement fausses. C'est important que l'enfant puisse être bien au clair avec les raisons de son placement, et pourquoi il grandit dans une autre famille et pas dans la sienne. Voilà, pour démystifier un peu toutes ces choses-là. Voilà.
Et c'est vrai que le gros challenge pour nos services, pour nos équipes, c'est de permettre à l'enfant de trouver sa place, sa juste place à la croisée de ses appartenances. Et donc, ce qu'il faut éviter, effectivement, c'est que les enfants soient pris dans des conflits de fidélité ou de loyauté, où ils s'imaginent qu'ils doivent choisir entre soit la famille d'accueil, soit le parent. Et donc, on travaille justement à la perspective qu'ils puissent se rendre compte que les deux sont possibles. On est né quelque part, mais on vit ailleurs. Et donc, on les apprend à grandir avec cette réalité, ce principe de réalité. Hein. Et donc, on explique toujours aux enfants leur histoire, même si elle est source potentielle de souffrance. On dit toujours la vérité à un enfant. Et on ne va pas lui faire des promesses, ou on ne va pas lui faire miroiter des espoirs. Et on a parfois des enfants qui sont en espace rencontre familiale avec leurs parents, où le père va dire « Mais tu sais, dès que l'intervenant a le dos tourné, hein, tu sais, je vais tout mettre en place pour que tu reviennes rapidement à la maison. Et d'ailleurs, je t'ai préparé une chambre et je vais mettre un avocat sur le coup pour que tu reviennes rapidement. » Et donc là, on doit intervenir en disant « Monsieur, vous avez peut-être envie de dire ça, hein, et votre idéal, il est peut-être légitime, mais je vous interdis de le dire. Je vous interdis de le dire parce que ce n'est pas la réalité de votre enfant et il va se mettre à croire des choses qui ne seront pas sa réalité et ça va mettre en péril sa sécurité et sa place en famille d'accueil. » Et donc, c'est pour ça qu'on a tout un cadre de modalités de contact qui sont modulables. On a des visites parfois qui sont encadrées de A à Z, où la présence de l'intervenant, elle doit être là en permanence. On ne peut pas lâcher une seconde parce qu'on n'est pas garant de ce que le parent va peut-être être débordé lui-même par ses émotions et ce qu'il va le dire à un enfant. Et puis on est parfois là pour être garant d'une certaine sécurité physique. On a des mamans qui sont parfois tellement démunies que tenir un nouveau-né dans les bras, elle n'est pas capable de le faire sans le laisser tomber. Et donc, on doit vraiment être là, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Et puis, les modalités de contact, elles peuvent évoluer. On a des parents qui sont capables de passer 1 heure strictement avec leurs enfants, à jouer à un jeu, à faire une activité culinaire avec l'enfant, et ça se passe très bien. Et puis, on est parfois simplement un sas, où la famille d'accueil va venir conduire son enfant pour la rencontre familiale, le parent va venir le chercher, ils vont partir 2 heures à l'extérieur pour aller faire des petites courses, pour aller manger une glace, et là, ils peuvent être autonomes. Mais ce parent, s'occuper de son enfant 24 heures sur 24, avec tous les impératifs du quotidien, il n'est pas capable de le faire. Mais exister dans la vie de son enfant vraiment de manière ponctuelle, avec un investissement qui est limité, c'est possible. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un travail à la carte et de permettre à ces enfants de dire « tu as le droit d'aimer à la fois ta famille d'accueil et tu as le droit aussi d'aimer tes parents ». C'est quelque chose qui est parfois difficile à construire. Je parlais des conflits de fidélité tout à l'heure ou des conflits de loyauté, où, à titre d'exemple, on assiste parfois à des rencontres familiales qui se passent vraiment très, 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 très bien. Et donc, il y a des rires qui sont échangés, il y a des activités qui sont échangées. Et donc, nous, on est assez serein par rapport à ça. Et puis, l'enfant rentre en famille d'accueil et dit à sa famille d'accueil « Moi, je veux absolument plus y aller aux rencontres familiales, c'était affreux, ça s'est vraiment très mal passé. » Et là, on doit décortiquer tout le scénario qui se met en place parce que directement, la famille d'accueil nous téléphone en disant « Il faut stopper les visites. » Non, mais ce que fait l'enfant, en fait, c'est se mettre en phase avec sa famille d'accueil. C'est dire à sa famille d'accueil, si je lui dis que j'aime encore mes parents, mais peut-être que je vais les décevoir. Et ça, je ne veux pas le faire. Et donc, comment on doit détricoter des scénarios qui se mettent en place comme ça, parce que c'est notre expérience, on sait que ça peut se passer, mais les familles d'accueil, elles ne sont pas nécessairement tout le temps outillées pour comprendre ça. Et c'est pour ça qu'on doit les former. Et on parlait d'un processus de sélection tout à l'heure des familles d'accueil. Moi, j'apprécie aussi de dire un processus de réflexion et de formation. Encore une fois, lorsque telle situation va se présenter, telle situation, étude de cas, je vais dire, va se présenter, est-ce que vous pouvez imaginer comment vous allez réagir à ça? On doit se préparer à tous les scénarios possibles. Ça ne veut pas dire que tous les scénarios possibles vont arriver, mais on doit se préparer à certaines situations. Pardon. Je veux bien réagir par rapport à ça parce que tout à l'heure, Jessica parlait de l'importance du suivi par les services d'accompagnement des familles d'accueil. Et effectivement, ce genre, moi j'ai la chance d'avoir eu toujours un très bon échange, mais c'est aussi peut-être une chance de demander de l'aide quand j'en avais besoin. C'est-à-dire que j'ai cette compétence en moi de demander de l'aide et de dire ça ne va pas, il y a un truc qui se passe et je ne vois pas quelle solution trouver. Et donc j'ai presque toujours eu un excellent répondant et des très bons échanges avec le SAF qui m'ont permis justement d'avoir des réponses
à ces situations et de pouvoir réorienter les choses chaque fois que ça se passe. Nous, on est passé à peu près par toutes les tentatives de visites encadrées, non encadrées, un peu moins encadrées. On a essayé d'aller vers des visites complètement non encadrées avec des sorties et ça a capoté presque tout de suite pour les raisons que Michael expliquait il y a 2 minutes. Le papa qui directement dit « je vais bientôt te libérer, cette famille d'accueil ». Et donc voilà, bam, retour en arrière, la juge intervient. Et donc on est quand même souvent dans des... Ça reste quand même peu naturel finalement, dans le sens où tant qu'on n'a pas un climat de confiance entre le parent biologique et le placement finalement, même pas la famille d'accueil elle-même, mais le projet qui a été décidé pour leur enfant, ben c'est vrai que c'est assez difficile d'être dans quelque chose d'ultra naturel et spontané. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'on en arrive là, mais je vois bien que les étapes sont difficiles à passer et qu'on revient plus souvent en arrière qu'on avance. Donc voilà, mais moi je voulais juste insister sur le fait que en tant que famille d'accueil, les familles d'accueil on leur demande beaucoup, ça, pour en avoir parlé avec les délégués, avec la juge, avec les SAF, etc. Notamment tous ceux qui ont lu mon livre et qui se disent waouh, au nom d'une pipe, mais qu'est-ce qu'on vous demande, c'est vraiment pas rien. Et en fait, je trouve que c'est important que les familles d'accueil sachent que effectivement, on nous demande beaucoup, mais qu'on peut demander de l'aide à tout moment et qu'il ne faut pas rester chacun dans sa culpabilité parce qu'on peut vite se sentir coupable de ne pas être à la hauteur, de ne pas en faire assez. Enfin, moi, je suis passée par toutes ces étapes-là alors que je donnais tout ce que je pouvais et que ce n'était pas assez, pas parce que je ne donnais pas assez, c'était juste pas assez parce que ce n'était pas le bon processus pour cet enfant à ce moment-là et qu'il a fallu le réorienter. Et donc, en fait... je crois quand même que la famille d'accueil, ce n'est pas quelque chose de statique de l'année 1 jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Ça évolue, les visites évoluent avec la famille biologique, avec la fratrie aussi. Parfois, s'il y a d'autres enfants dans la fratrie biologique, il y a aussi des visites avec eux. Et cette évolution, elle est nécessaire. Ça veut dire qu'il faut quand même très régulièrement réorienter le projet en fonction de l'évolution de l'enfant, en fonction de où il s'ancre, comment il s'installe dans sa famille d'accueil. Et ce sont toutes ces choses-là qui sont importantes à savoir, qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un processus qui va fonctionner de A à Z de la même manière et qu'on a le droit de temps en temps d'être un petit peu moins solide. Enfin, c'est surtout qu'on ne choisit pas trop, mais voilà. Mais ça reste une aventure formidable malgré tout et j'y crois fermement en tout cas. Moi, après toutes ces années, je vois en tout cas les bienfaits de ce qu'on a mis en place. Et ça, c'est vraiment très, très, très précieux de voir qu'on peut voir les petites victoires qui s'accumulent. Là, on est en train de collecter des victoires après de nombreux périples. Et donc, je trouve ça vraiment magique de voir comment ça peut évoluer. Voilà, je ne sais pas si on a encore des choses à dire ou on laisse la parole peut-être. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Et dans tous les cas, nous, même si on doit céder la place après, on peut encore... Je crois qu'on a même 1 heure... Enfin, il n'y a pas d'autres conférences avant 13h30. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai une réflexion qui vous s'adresse à vous et à vous. Parce que donc, moi, je suis maman d'accueil, une petite fille, qui, elle, est très au clair et s'en sort de façon très magistrale dans tout ça. C'est assez bluffant. Avec une maman qui est, heureusement, tout à fait pour ce projet des familles d'accueil, donc qui travaille vraiment main dans la main avec nous au service. Mais un jour, après une visite, elle est rentrée et elle nous a dit moi je suis très très en colère. Donc, on a dit qu'on comprenait. Et à un moment donné, dans la conversation, je ne sais pas pourquoi, je l'ai dit très naturellement, je dis moi aussi je suis en colère contre ta maman d'origine parce que je trouve ça injuste ce que tu vis aujourd'hui à cause d'elle. Et quand vous dites c'est important de pouvoir partager l'amour, lui rappeler qu'elle a le droit d'aimer et sa maman d'origine et nous, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est parfois judicieux aussi de pouvoir dire qu'on a aussi ce genre de sentiment? Enfin, je ne sais pas, parce que vous êtes un enfant qui a été accueilli. Je ne sais pas comment votre famille d'accueil a abordé le sujet, mais moi j'ai besoin parfois de lui dire oui, je suis en colère de ce que tu as vécu avant, et ce que tu as vécu avant, c'est pas juste. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que ça apporte quelque chose à la relation sur le long terme? Parce que c'est avec un an, tout petit. Alors, je ne sais pas si c'est judicieux, je ne sais pas si c'est conseillé, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, si c'est pas... Parfois, exprimer ce qu'on ressent, moi je trouve que c'est toujours judicieux. C'est-à-dire de pouvoir dire qu'on est en colère contre quelque chose, contre une situation, sans pour autant dire « ton père est un con ». Enfin, je trouve qu'il y a tout est dans la manière d'aborder les choses. Moi, j'ai souvent été en colère. Il était plus petit et
Et la situation était assez difficile, donc moi je me suis rarement exprimée vis-à-vis de lui. J'ai pas exprimé ma colère là, en tout cas. Je l'ai exprimée vers toute une série d'autres personnes, y compris des groupes de parole pour familles d'accueil où j'arrivais comme une furie en disant tout ce que j'avais sur le cœur. Ma sœur a bien trinqué, ma mère aussi, ma mère un peu moins parce que c'est compliqué quand ça devient difficile, alors elle a du mal à comprendre dans quoi je me suis lancée, donc voilà, c'est parfois compliqué, mais il faut trouver en fait autour de soi les relais vers lesquels on peut aller se tourner, parce que cette colère, il y a un moment donné, il faut quand même l'exprimer, sinon elle n'est pas viable. Après, moi, c'est vrai que dans ma relation avec l'enfant, j'essaye de ne pas trop donner mon avis et de rester dans quelque chose de rester dans quelque chose d'objectif. Ah, qu'est-ce que vous avez fait, voilà. Je n'arrive pas forcément toujours à trouver le côté naturel qui va avec. Je n'ose pas dire que j'ai trouvé les bonnes ficelles. Je n'en suis pas du tout sûre. Pour le moment, moi, j'ai encore bien besoin du service qui joue l'intermédiaire. Un petit exemple tout bête, on essaye de remettre... Donc, on a remis des rencontres très encadrées depuis quelques mois. On devait fixer les prochains rendez-vous. Logiquement, la référente du SAF nous propose de passer 5 minutes à 3 pour en discuter. Directement, le papa monte sur ses grands chevaux. Oui, mais moi, je n'aurai pas congé. Je peux pas. Moi, j'ai pas le courage, en fait, de gérer ça. Parce qu'en fait, c'est les visites de son enfant. Moi, je prends congé pour l'amener. Le petit, il a envie de voir son papa. Donc, il pourrait faire un effort. Et il ne le fait pas. Et il nous rappelle toujours que monsieur travaille et que machin et que tchac. Donc, ça me met en colère. Et donc, moi, j'en ai parlé après avec la référente. J'ai rien dit. J'ai fait profil bas. Moi, mon intention, elle est assez claire par rapport à ce qu'on a défini. On a défini que c'était les mercredis après-midi. Je ne vais pas tout changer parce que monsieur change ses plannings ou qu'il ne veut pas mettre des choses en place. Mais après ça, j'en ai reparlé avec la référente. Je lui ai dit, écoute, je préfère qu'en fait, tu gères ça avec lui parce que moi, je n'ai pas envie de devoir gérer le planning avec lui s'il n'est pas capable de sortir un agenda. Et donc, en fait, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans cette colère. Et donc, j'aime autant qu'on définisse les choses, alors elle joue l'intermédiaire. Et ça, c'est un vrai soutien qu'on a grâce au SAF, de pouvoir simplement dire, OK, faisons un intermédiaire au milieu, utilisons cet intermédiaire qui peut éviter de mettre un conflit entre moi, l'enfant, et son père, qui n'a pas d'intérêt, en fait. Donc voilà, moi, j'essaye de faire la part des choses et de ne pas mélanger ça avec la relation que j'ai avec l'enfant. Moi, tout à l'heure, je parlais de respect, en fait, et je pense que c'est quelque chose qui était très important chez nous. Et notre famille d'accueil, dès le départ, nous avait clairement dit qu'on avait le droit de poser certaines questions, qu'il n'était pas question, ça c'était très clair au départ en tout cas, qu'on ne devait pas les appeler papa-maman, parce qu'on avait déjà un papa et on avait déjà une maman, et donc il n'était pas question de prendre leur place. Hein, c'est assez respectueux, mine de rien. C'était important pour nous de savoir qu'il y avait quand même eu une forme de respect aussi vis-à-vis d'eux, mais en même temps, on pouvait aussi discuter avec nos parents d'accueil des difficultés qu'on avait lors des rencontres avec nos parents biologiques, ce qui allait et surtout ce qui allait pas. Et eux pouvaient avoir un regard, mais comme tu le disais, Isabelle, je pense qu'il y a une manière de dire des choses. Et donc, dénigrer et être malveillant, c'est bien sûr à éviter, et ça n'aidera sûrement pas l'enfant. Maintenant, bien sûr, je pense que le parent d'accueil qui, lui, justement, est là pour essayer de redonner un cadre, peut tout à fait dire, écoute, sur ce que tu me dis, toi, ton papa, visiblement, aujourd'hui, n'a peut-être pas bien fait et aurait peut-être pu faire autrement, et peut-être qu'à une prochaine visite, il essaiera de faire mieux si l'assistante sociale, peut-être, lui explique et qu'il fait un effort. Alors après, je pense qu'on est tous des êtres humains, et je pense qu'à un moment, des émotions, parfois, nous dépassent, et je pense que c'est normal aussi. Et j'ai un exemple comme ça, là, qui me vient en tête, où je devais aller pour la première fois au tribunal à 12 ans. Et donc là, c'était quand même quelque chose d'assez important, d'assez impressionnant aussi, même pour l'enfant, enfin pour le jeune. Et ma famille d'accueil était assez nerveuse, je me souviens de cette journée, parce que mes parents biologiques étaient aussi, bien sûr, convoqués et étaient à quelques mètres de là où on se trouvait. Et donc, cette première fois au tribunal a été très violente. Enfin, mon père, à un moment donné, s'est levé. Il était vraiment juste devant moi. Il me parlait, mais finalement, ne me parlait pas. S'est levé et a été odieux. Enfin, je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Des propos très violents, aussi bien vers moi que pour mes parents d'accueil. Et j'ai tellement été mal que je me suis effondré. Je me suis effondré sur place. Et là, j'ai senti mes parents d'accueil qui étaient derrière, qui ont voulu bondir.
Et là, il y a l'assistante sociale qui a mis la main sur la jambe de ma maman, qui a dit non, il faut laisser, ça ne sert à rien et ça n'aidera personne. Donc, restez assis, taisez-vous, même si c'est dur. Et je pense que si on avait laissé, mes parents d'accueil auraient pu exprimer à quel point ils étaient... Mais c'est normal, en fait, en colère de me voir souffrir, parce que j'ai souffert et c'était violent ce que j'entendais. Mais je pense que dans certains cas, il vaut mieux se taire et laisser les choses... Oui, c'est pas facile, mais laisser les choses... parce que ce sont des paroles, de toute façon, qui ne servent à rien, et ça ne sert à rien de rebondir, en fait, là-dessus. Malgré tous ces manquements, a quand même une partie de relation saine. Enfin, elle est très juste dans ce qu'elle a posé comme acte en définitive, dans ce qu'elle soutient comme projet. Ce qui est toujours très perturbant. Mais c'est vrai que c'est parfois très difficile quand elle revient avec des choses qui sont très lourdes comme ça dans ses relations avec cette personne qui, pour moi, n'est personne en fait, enfin en soi, mais qui fait quand même partie de mon quotidien. Je trouve ça pas évident. Après, non, vraiment. Mais parfois l'exprimer, oui, je suis en colère comme toi. Parce que tu as dû faire ceci, parce que tu as vécu ça, parce que c'est pas juste. Oui, mais je pense que la justice, voilà, pourquoi est-ce qu'on mérite ça et pourquoi est-ce que moi je vis ça et pourquoi pas les autres. Mais bon, la vie, elle est comme ça. Mais finalement, une parole que ma famille d'accueil nous a dit ici encore récemment, on en parlait. Et je pense que c'est quand même finalement peut-être pas tout à fait faux, c'est de se dire, quelque part, heureusement que vos parents de naissance n'ont pas été adéquats, parce que c'est grâce à ça qu'on a pu vous connaître et garder tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Même si, bien sûr, c'est dur par moments. Je me permets de rebondir. Je pense qu'une des choses qui est importante pour nous en tant que professionnels, mais aussi pour les familles d'accueil et les jeunes, c'est l'authenticité. Et exprimer, qu'une famille d'accueil puisse ressentir des émotions heureusement, j'ai envie de dire, qu'elle puisse les exprimer heureusement aussi. La question, c'est pas tant de savoir si on a le droit ou pas de le dire, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et la manière dont on dit les choses. On peut exprimer énormément de colère, de frustration, de désarroi, tout en étant respectueux de la place de l'autre. Et c'est ça que l'enfant il a besoin. De toute façon, l'enfant il a besoin aussi de savoir ce que l'adulte en face de lui ressent pour éviter d'être dans quelque chose de l'ordre de l'imaginaire. Et l'enfant va se construire avec le sentiment que son parent d'accueil ressent des choses, alors que ce n'est peut-être pas du tout ça que son parent d'accueil ressent. Enfin, il faut que l'enfant qui est en face de soi puisse entendre aussi ce que l'adulte pense, ressent. Et c'est pas pour autant que vous êtes en effet irrespectueuse de la place de cette maman. La question, c'est vraiment après, qu'est-ce qu'on en fait aussi de votre colère, parce qu'elle existe, et elle fait partie aussi de la dynamique de l'accueil familial. Et donc, c'est pas le tout de l'exprimer, c'est aussi qu'est-ce que vous en faites. Et c'est aussi ça, et c'est pour ça que c'est moi qui rebondis, c'est le rôle des intervenants aussi, du coup, d'accompagner la famille d'accueil dans l'expression de ses émotions et dans la gestion de ses émotions. Oui, vous êtes quand même d'accord que, je suis très contente du service qu'on a et du suivi des besoins vis-à-vis de nous. Moi, j'ai très vite demandé à ce qu'Elisa soit suivie par un intervenant extérieur, qui est une psychométricienne relationnelle spécialisée dans tout ce qui est placement, d'accueil, etc. Donc, très très bien. Après, on est quand même d'accord que le service est quand même limité dans ce qui est communiqué pour le soutien. Parce que oui, mais ça, tout à fait. Enfin, moi, j'en ai deux, elles travaillent à mi-temps. Une qui est en congé lundi, une qui est en congé vendredi. Elles essayent un maximum d'être à deux, mais c'est pas évident non plus. Et à un moment donné, on sent bien que même si un jour on appelle en disant écoutez, là, ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réagit, c'est 2 semaines après qu'on a eu la réponse, mais entre-temps, il y a 2 semaines. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du débat aujourd'hui, puisque c'est le partage d'expérience, mais on est clair que, et ça fait partie des combats que notre fédération mène aussi, c'est toute cette difficulté qu'on a et cette frustration qu'on a aussi, nous, en tant que professionnels, de ne pas être assez présents auprès de toutes les familles
comme on devrait l'être. Ça, c'est clair que la charge de travail et ce que nous impose la réglementation de l'aide à la jeunesse fait qu'aujourd'hui, on voudrait en faire beaucoup plus, on devrait en faire beaucoup plus, mais qu'on n'en a pas les moyens parce qu'on est limité en termes de possibilités d'engagement, du nombre de dossiers. Enfin voilà, c'est à nouveau pas le sujet, mais je fais juste cette parenthèse. Mais c'est clair que parfois, du coup, quand une famille d'accueil nous appelle un peu en catastrophe, on ne sait pas y répondre tout de suite parce qu'une autre nous a déjà appelé avant et que la plage horaire est prise. Enfin, parfois, c'est aussi ça, parce qu'on a une rencontre entre un enfant et son parent et que l'enfant il a aussi le droit de rencontrer son parent. Et donc, c'est vrai que ça fait aussi partie des choses qu'on met en place assez rapidement. Ce sont toutes ces aides et tout ce réseau autour de l'enfant extérieur à nos SAF, puisque c'est aussi nécessaire que des jeunes puissent être suivis de manière individuelle, parce qu'on a aussi, en tant que professionnel, c'est aussi ça, parfois les familles d'accueil, ils ont du mal de comprendre, différentes casquettes au regard du jeune. On essaie d'accompagner le jeune de manière individuelle, mais parfois l'enfant, il se rend bien compte qu'après une rencontre, on discute avec son parent, et là, à nouveau, l'imaginaire, il peut jouer. Les familles d'accueil ont parfois le sentiment aussi, parce qu'on maintient des rencontres, que la famille d'accueil pense ne pas devoir être maintenue, qu'on est davantage au profit du parent. Parfois, le parent, il a l'impression qu'on est davantage au profit de la famille d'accueil. Et donc, notre rôle, il est aussi compliqué. Et donc, c'est important que chacun puisse aussi parfois avoir son espace de parole. Isabelle, tu parlais tantôt du collectif La Porte Ouverte qui regroupe... C'est peut-être pas c'est pas celui-là, mais voilà, il existe La Porte Ouverte qui regroupe des familles d'accueil. Ça fait aussi partie des endroits où les familles d'accueil ont le droit d'aller déposer des choses de manière plus individuelle, les parents avec leur aide. Enfin, voilà, et donc, ça fait partie des choses qu'on met en place. Les évaluations annuelles. Un an dans la vie d'un enfant, un jeune enfant n'est pas le même qu'un an dans la vie d'un ado. Il peut se passer beaucoup de choses pour un enfant de 3-4 ans, comme pour un ado, le temps était un peu élastique. Et je me disais comment on ressentait cette échéance annuelle, tant dans le chef de l'enfant que de la famille d'accueil. Voilà, parce que je me situe de l'autre côté, moi, donc je voulais savoir un peu quel est le ressenti par rapport à cette échéance annuelle qui arrive et dans l'idéal, votre idéal, est-ce que c'est bien un an? Est-ce que ce serait mieux que ce soit quelquefois plus espacé? Est-ce que, voilà, comment l'avez-vous ressenti? Alors, dans mon expérience, j'ai rencontré la juge beaucoup plus qu'une fois par an. Oui, alors oui, le système, moi je suis dans le système bruxellois, donc c'est un peu particulier, je rencontre plus la juge peut-être que les autres, c'est ça? Dans le système wallon, c'est pas le cas. Je le connais un petit peu moins bien, donc je vais pas m'en mêler. Mais donc, on n'a plus de délégués, donc la juge joue un peu le rôle aussi d'intermédiaire à tous les niveaux. Donc je l'ai rencontré souvent parce qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'interventions qui ont dû être faites à des moments qui n'étaient justement pas à l'audience. Et au moment de l'audience, en fait, ça n'avait plus aucun intérêt parce qu'en fait, on était passé à autre chose, on avait mis en place quelque chose. Et donc, en fait, cette audience tombait un petit peu au milieu de l'année, n'avait plus beaucoup d'intérêt. Moi, je crois que sur la première année et demie, j'y suis allée 5 fois quand même. Audience de cabinet, principalement, et puis l'audience annuelle, qui est une audience un peu plus formelle. Mais donc j'ai eu cette chance de pouvoir intervenir quand c'était nécessaire à plus court terme puisqu'il y avait des besoins plus clairs et plus réguliers, mais cette audience est quand même maintenue, ce qui est quand même étrange finalement parce qu'on pourrait se dire qu'on a déjà décidé ce qui devait être décidé et qu'on pourrait repartir alors pour un an à partir de la dernière audience qui vient de se tenir, mais ça n'a jamais été le cas, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc, comment est-ce qu'on les vit? Je préfère de loin les audiences de cabinet qui sont donc liées à un processus et à un besoin réel. C'est aussi un peu moins formel et donc plus confortable, je trouve, d'être dans ces audiences-là. Les audiences formelles, moi, m'ont fait une grosse impression. Pourtant, je suis pas... j'ai les codes, j'ai la chance d'avoir fait des études supérieures.
je suis pas quelqu'un de fragilisé pour aller à une audience comme ça. Et chaque fois, je me suis sentie stressée. J'ai peur de ce qui va se dire, j'ai peur de ce que je vais dire, j'ai peur de m'énerver si jamais le parent biologique réagit d'une manière qui n'est pas adéquate. Donc je suis pas sereine par rapport à ça. Et pourtant, ça se passe toujours bien. Je suis du bon côté de la barrière, d'une certaine manière. C'est pas moi qui suis mise en cause à ces audiences, mais ça reste quand même délicat. Moi, je suis pas du tout sereine avec ces audiences-là. Et pourtant aussi, notre place dans le cœur de cet enfant est assez établie. Il a été confirmé, reconfirmé, reconfirmé à de nombreuses reprises. Et la juge m'a tenu le même discours aussi que Jessica disait tout à l'heure, qu'on est parti sur du long terme et qu'il n'y a pas de raison de couper le lien comme ça du jour au lendemain. Là, on est carrément dans une situation où la juge dit que l'enfant s'est ancré chez nous et que ça doit être prioritaire. C'est devenu la priorité, en fait. Il a eu tellement de mal à s'ancrer quelque part tout court que cet ancrage-là est devenu un peu le point de départ sur lequel, bien sûr, on continue à faire graviter les besoins de la famille biologique et les besoins de lien avec la famille biologique. Mais donc, c'est pourtant pas une situation stressante, mais voilà, elle le reste quand même malgré tout. Alors, j'ose même pas imaginer ce qui se passe pour les enfants. C'est pas encore notre cas, donc moi, je n'ai pas encore vécu ça. Ce ne sera pas plus simple, à mon avis, quand je devrais venir avec lui et qu'il va se retrouver assis entre nous deux. Voilà, on n'a encore jamais eu cette situation, donc c'est vraiment très particulier. Du coup, nous, dès le début, en tout cas, si je ne me trompe pas dans les dénominations, on devait aller au SPJ avant 12 ans, et après 12 ans, c'était le tribunal. Comment je vivais la chose, je la vivais mal, tout simplement. C'était la journée de l'année que je redoutais le plus. Une journée que je n'avais pas envie de vivre et qui me faisait énormément stresser. C'est fou parce que l'enfant, finalement, n'a pas non plus... il n'a pas grand-chose à se reprocher et on ne va pas lui taper sur les doigts là-bas, mais c'était très, très stressant. Et pourquoi je stressais ? Parce que des adultes, surtout mes parents de naissance, je savais qu'ils, en tout cas normalement, devaient être présents. Et rien que leur présence, en fait, me stressait. Parce que du coup, je me disais, mais déjà, si jeune, bien avant 12 ans, je me dis, mon Dieu, mais si je dois parler devant eux, qu'est-ce que je peux dire ? Et puis, qu'est-ce que je dois surtout éviter de dire pour ne pas les mettre en colère ? Je pensais surtout à ma mère, quand je voyais à quel point elle pouvait mal prendre des choses. Je n'avais pas envie de générer une catastrophe dans la rencontre. Donc, voilà, réfléchir sitôt à peser ces mots, si ce n'est pas naturel du tout pour un enfant. J'avais peur aussi que mes parents d'accueil soient visés dans peut-être certaines insultes et qu'ils le prennent mal et qu'ils le ressentent mal. Donc je crois que je stressais finalement même un peu pour eux aussi. Je stressais pour tout le monde. Oui, c'était des moments pas agréables. En plus, je trouve que ça non plus, c'est quelque chose qui n'était pas forcément chouette. On était tous dans la même salle d'attente, ce qui finalement est d'autant plus stressant parce que là, il y a tout le monde qui est là les uns à côté des autres. Et l'enfant, il ne sait pas trop vers qui il doit aller. Ah oui, et le papa qui dit, t'as oublié de venir me dire bonjour. Et puis la mère qui donne un coup, mais moi aussi, je suis ta mère, on vient me dire bonjour. Et puis les parents d'accueil qui sont d'autant plus nerveux parce que les parents sont tout près. Enfin, on a l'impression qu'il y a une bombe qui va exploser d'une seconde à l'autre. C'est très, très désagréable. Et alors au tribunal, finalement, là, c'est plutôt l'aspect... je ne sais pas trop comment dire, l'aspect... c'est très impressionnant, c'est très formel en fait, oui voilà, c'est ça que je cherchais le mot, c'est formel, et des fois on se demande qu'est-ce qu'on vient faire là à 12 ans, pourquoi est-ce que je dois me lever à la barre et aller exprimer mon avis devant tout le monde, devant la juge, si je parle mal, est-ce que du coup je vais être placé, est-ce qu'on va m'enlever de ma famille d'accueil pour aller me mettre ailleurs, c'est pas naturel du tout, et là par contre je trouve qu'en tout cas de mon côté, on n'a pas forcément été préparé à ça. Moi, je me souviens que je suis arrivé la première fois à l'audience au tribunal et on m'a dit « Tu dois parler, tu dis ce que tu ressens, tu réponds aux questions, c'est tout. » Ouais, mais c'est quand même pas si simple. Donc ça, je pense que, je ne sais pas dans les autres cas, mais en tout cas, nous, on n'a pas été trop préparés à ça, donc il faut faire ça un peu de soi-même, et puis si on s'en sort, tant mieux, et si on s'en sort pas, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas facile. Et alors, on a aussi des audiences qui se passent bien, et puis des audiences où ça se passe pas bien du tout. Les parents pètent un câble et puis ça part dans tous les sens. Et il y a même une fois on a dû partir sans finir l'audience parce que c'était à deux doigts d'une catastrophe où les adultes allaient finir par se frapper dessus.
Donc parfois très, très, très inconfortable comme rencontre. Oui, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Des moments pas agréables. Et faire ça chaque année aussi, je me demande des fois si ça a vraiment du sens, parce que du coup, nous, on nous disait bien, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas revoir finalement le placement au terme de la famille d'accueil. C'est plutôt au niveau des parents, alors qu'on doit rectifier certaines choses. Si les choses vont bien, ben, on peut avoir des visites peut-être plus importantes. Et si ça ne va pas bien, ben, il va falloir revoir alors les modalités de rencontre. Oui, donc des moments pas fort agréables et peut-être pas nécessaire de faire ça à chaque fois tous les ans. Enfin, ça dépend peut-être de la situation de l'enfant, mais voilà, c'est ce que je trouve. J'ajouterais juste peut-être un point de vue positif quand même de ces audiences, c'est que dans notre cas, quand c'est la juge recadre les choses. Et donc, elle les recadre devant tout le monde en même temps. Et ça, je trouve que ça a le mérite de donner le même discours à tout le monde au même moment et donc de pouvoir repartir avec cette base-là jusqu'à la fois d'après, qui n'a pas forcément besoin d'être tous les ans, mais en tout cas, je trouve que d'entendre, moi, ce qu'elle dit au papa de façon claire, alors je sais dans quoi je peux me projeter aussi, je sais ce que je peux dire à l'enfant, puisque ça a été dit par la juge, ça va être confirmé dans le jugement. Et donc, ça permet en tout cas de clarifier dans quel jeu on se trouve et quelles sont les prochaines... voilà, vers quoi on va, quoi. Juste pour rebondir, moi, parce que là, dans les deux cas, au moins un des deux parents est présent. Moi, je me souviens d'un jeune qui, jusqu'à 18 ans, a dû se présenter au tribunal tous les ans, alors que les parents étaient complètement absents de sa vie. Et je me souviens que la dernière fois où moi, en tant que professionnelle, en tant que travailleuse, quand je l'étais, je suis allée avec lui, il m'a dit, ça y est, c'est la dernière fois que je vais me faire juger. C'était dans son esprit cette idée de vraiment aller se faire juger là où lui n'avait pas à l'être au final, où chaque année, il avait eu le sentiment que toute sa vie allait être remise en cause avec cette audience, parce que c'est ce qu'il vivait, où chaque année, on venait re-questionner quelque chose qui était une évidence pour lui, c'était son maintien en famille d'accueil et sa vie après de jeune adulte avec des parents complètement absents. Et donc, voilà, c'était extrêmement difficile. Et donc, c'est vrai que dans certaines situations où les choses sont claires, et ça, c'est plus un souci législatif, des combats qu'on doit aussi nous mener, qu'on essaye de mener vraiment, c'est dans certaines situations, on le disait tout à l'heure, l'accueil long terme, on sait qu'on est parti pour plusieurs années. Quel est l'intérêt, chaque année, de re-questionner un placement qui va se maintenir de toute façon? Et c'est vrai que nous, en tant que professionnels, on a le beau rôle. On dit aux jeunes, on dit aux familles d'accueil, ne vous inquiétez pas. Ben si, enfin voilà, inévitablement, quand l'affectif il est là, quand les émotions sont là, quand on a peur que l'enfant parte, ou en tant qu'enfant de partir, les choses, elles ne se vivent pas bien. Et aujourd'hui, on est confronté à une législation qui impose le renouvellement, même s'il y a eu des audiences de cabinet, même s'il y a eu des réunions, même si c'est juste une formalité. Et ça vient aussi parfois mettre en difficulté le parent qui se sent parfois, le parent, obligé de demander des choses alors qu'il ne le ferait pas. Parce qu'il est là devant un juge ou devant un directeur, un conseiller d'aide à la jeunesse qui lui dit « Et vous, monsieur, madame, vous ne demandez rien ?» Ben voilà. Et donc, voilà, ça fait partie des combats qu'on mène et c'est parfois compliqué, honnêtement. Voilà. Mais je te rejoins tout à fait. Je pense que c'est très violent pour des parents aussi de devoir se présenter chaque année pour entendre vraiment toutes les reproches qu'on peut leur faire par rapport à leurs compétences parentales. Et j'assiste parfois à des réunions aussi d'application de mesures au service de protection de la jeunesse où si les parents ont 3 enfants, il va y avoir peut-être 3 rendez-vous différents parce qu'il y aura 3 familles d'accueil différentes ou une institution et 3 fois d'affilée sur la même matinée, ils vont entendre le même discours, ils vont se reprendre plein les dents. Et donc parfois on a des parents qui claquent la porte parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est trop violent pour eux. Et donc comment pour un parent se permettre de dire j'accepte et c'est ma responsabilité d'accepter que mon enfant vive en famille d'accueil, ça peut être aussi très violent pour eux, mais c'est un travail qu'on fait aussi avec eux. Ils ont la possibilité de le faire. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas capable de prendre en charge votre enfant au quotidien. Et c'est parfois quand on peut passer à cette étape-là que toutes les tensions diminuent. Voilà. Oui, peut-être pour clôturer, j'ai envie de te donner
le micro pour un petit mot de la fin. C'est toi qui es le premier concerné finalement par ce projet. Et puis si vous avez envie, moi je suis encore disponible là dans l'heure qui vient, je pense. Et puis je serai au stand numéro 7 chez Marianne si ça vous intéresse. Donc voilà, je ne sais pas vous si vous êtes pressé, mais en tout cas, rien n'empêche de libérer les lieux et de prendre un café ou autre chose. Voilà. Tiens, je te laisse. Bah, tout d'abord, pour clôturer, d'abord un merci, je pense, à chacun et chacune ici présent pour votre attention. Voilà, le projet de l'accueil, on vient d'en parler et je pense qu'on a eu un peu tous les pourtours de ce que ce projet peut donner. Il y a des difficultés, mais il y a surtout aussi des belles choses qui peuvent aboutir. Et les belles choses, je pense que j'en fais partie, mais je suis loin d'être seul, heureusement. Il y a plein d'autres belles histoires qui existent et qu'il faut connaître et savoir. C'est un projet du cœur avant tout. Et donc, voilà, on sait aujourd'hui qu'il y a encore énormément d'enfants qui attendent qu'on vienne les aider, qu'on vienne leur tendre la main, comme on l'a fait pour nous. Et donc, voilà, c'est par là que j'aimerais terminer. Voilà, aujourd'hui, je suis debout. Mais pensons encore à tous les enfants qui ont besoin d'aide. Merci.